impressionné par sa pensée que le rocher était vraiment mis en scène dans la baie dans plusieurs endroits. Et par exemple, dans la chapelle des 30 Cierges et derrière la chapelle Saint-Martin, où se trouve le rocher du Grand Degré. Et on va parler maintenant de ce rocher qui se trouve là. C'est un exemple pour des vestiges du rocher originaire dans la baie. Et on retrouve le rocher du Grand Degré dessiné aussi dans un plan écrit par Édouard Courvoyer au XIXe siècle. Et c'est ce rocher dont je vais parler un petit peu maintenant. Et je dois avouer que ça me fait un petit mal de voir ce beau rocher qui était laissé intentionnellement à côté de l'église, utilisé comme siège pour les touristes. Et la chose la plus regrettable, c'est que les cupules, ils sont polis par des derrières, des milliers, des pèlerins et des touristes. Comme ça, ils vont disparaître complètement un jour. Mais il y a aussi des gens qui, même ne pas touchent ce rocher, mais qui semblent avoir une conscience que c'était un rocher spécial. Et vous voyez déjà de ces photos-là, il y a une indentation, un creux là-bas sur ce rocher, ce que j'ai trouvé très intéressant du commencement. Et il y a une légende, il y a une explication peut-être pour cet endroit dans la légende, dans la révélation aussi. Et vous savez peut-être que l'archange, il était un petit peu fâché parce que Saint-Aubert, il a obéi seulement après la 3e admonition. Il y a une parallèle pour ça aussi, c'est le chevalier Gargano qui a aussi reçu une ordre de l'archange de bâtir une église, mais il était très hésitant. Et on lit là, entre-temps, le vénérable évêque est rudoyé plus vivement encore lors d'un 3e avertissement. Lui qui avertit déjà à 2 reprises n'avait pas obéi et sommé de se rendre sans délai au lieu dont il savait pourtant qu'il ne sortirait pas tant qu'il n'aurait pas accompli ce qu'on lui avait ordonné de faire. Pour confirmer l'authenticité de ce fait, on montre encore de nos jours, au commencement du 9e siècle, à cet endroit une pierre marquée comme par un doigt humain sur laquelle l'évêque s'assit jusqu'à ce qu'il eût conduit l'ouvrage à son terme. C'est le rocher du Grand Degré et on voit plusieurs caractéristiques anthropiques. Ce pourrait être une cupule anthropique, ça aussi, mais c'est pas sûr. Les plus intéressants se trouvent en haut, au sommet de ce rocher qui est à côté de la chapelle Saint-Martin. Et on peut voir sur ce photo-là que la grande cupule, elle a eu 2 phases. La phase plus ancienne, là, elle n'était pas si profonde qu'on peut le constater aujourd'hui. Probablement au Moyen-Âge, on a approfondi cette cupule pour que l'eau puisse s'assembler là-bas. Et ce que c'est très important pour ces rochers aussi, vous voyez encore une fois une veine de quartz et une silhouette très étrange là-bas et une autre silhouette là-bas, je vais vous montrer tout de suite. Là. Et ce que c'est étonnant aussi, on a eu une surface avec beaucoup plus de quartz.
Le limite de cette surface-là, c'est marqué en rouge, et on a effacé, on a enlevé le quartz pour obtenir une silhouette comme ça. Et vous voyez en haut, déjà j'ai marqué avec de la craie 1, 2, 3, 4 autres cupules qui n'ont pas été découvertes par moi, mais c'était ma femme. Je voulais déjà continuer après avoir vu la grande belle cupule, et elle a soudainement dit ah mais il y en a d'autres, et après ça oui, je l'ai reconnu aussi. Et ces 4 cupules, ils sont la clé pour une datation tentative de ces cupules sur le rocher du Grand Degré. Et ils sont marqués là. Et il y a un trait là-bas qui pourrait bien être naturel, mais en comparaison avec des gravures en Morbihan qui datent du 5e millénaire avant Jésus-Christ, je suis hésitant de supposer que c'est tout par hasard. Et je n'en dis pas trop si je vous dis que je ne pense pas que cette silhouette soit le fruit du hasard, mais celui d'un poisson. Pourquoi? Ça me rassemble un petit peu à ça, mais oui, ça peut sembler un petit peu très audacieux au moment, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas trop audacieux. Ici, j'ai marqué les traits anthropiques sur ce rocher. Ce sont les 2 cupules là, les 5 en haut, et probablement même le sommet de ce rocher était aplani pour y installer des cupules, et probablement même ce rocher-là était embaissé pour pouvoir accéder à cet endroit-là comme par un escalier. Et là, c'est la face arrière du même rocher. Et vous voyez ici, on a aussi une surface plus grande de laquelle était enlevé le quartz à une époque. Je ne sais pas, on ne sait pas. Pour expliquer la signification ou l'importance du quartz, on peut illustrer ça par le menhir Menbronzo à Locmaria-Kerr. C'est très intéressant parce que si vous y allez pendant la journée, vous ne voyez rien. Mais si vous y allez avec une lampe en nuit, soudainement vous voyez gravé sur cette veine de quartz, vous voyez un oiseau qui semble voler vers une grande crosse et qui se joignent là. Et la même chose, comme au Mont Saint-Michel, on a une veine de quartz avec des gravures plus figuratives, mais on a aussi des cupules sur ce menhir-là. Et on peut être sûr que ce menhir-là, il date du 5e millénaire avant Jésus-Christ. 7000 ans avant le présent maintenant. Et dans votre région, on n'a pas seulement le fameux menhir du Champ-Dolan, on a aussi le menhir de la Tiamblay à Saint-Samson-sur-Rance. Et sur ce menhir aussi, on a une veine de quartz très acute là, avec des gravures qui étaient le sujet d'une grande recherche de professeur Serge Cassen à Nantes. Et l'exemple le plus impressionnant que je vais vous donner aujourd'hui pour une importance du quartz au néolithique, c'est la façade du grand cairn de Newgrange en Irlande, où on a trouvé cette façade était tombée par terre complètement, mais pour la reconstruction, on était presque sûr que la façade était faite
de quartz. Et cette façade pointe vers le sud, de sorte que si le soleil se levait là-bas et se couchait là-bas, la lumière était reflétée pendant toute la journée. Et pour retourner aux silhouettes poissonnesques, ce n'est pas mon idée, un petit peu étrange, c'était l'idée de deux professeurs en même temps. C'était le professeur Alastair Whittle de Cambridge University et aussi le professeur Serge Cassin, qui est directeur du Centre national de recherche, CNRS, recherche scientifique, et il a remarqué que cette silhouette-là rassemble beaucoup à une sorte de baleine. Il était plus précis, ça lui ressemble à un cachalot avec son souffle, la fontaine là, son souffle, la tête angulaire là et la nageoire caudale ici. Et on est ici aussi dans un dolmen datant du 4e millénaire avant Jésus-Christ, où ces stèles ont été utilisées secondairement. Comme ça veut dire les stèles, les gravures sont plus vieux que la tombe même. Ils ont été réutilisés. Et on trouve ces cachalots très étranges, très abstraits, souvent en Bretagne, mais aussi en dehors, par exemple à Saint-Macaire au Mauges. Et on a aussi cette étrange combinaison d'un cachalot, un petit peu très abstrait, avec son souffle et avec une sorte de crosse croisée. Et professeur Cassin, il pense que peut-être la crosse, ça veut signifier une sorte de boomerang, mais il ne s'est pas posé la question, ou mes collègues n'osent pas poser la question pourquoi est-ce qu'on a des représentations si étranges des cachalots avec des crosses. Est-ce qu'on a chassé des baleines avec des boomerangs? Je ne pense pas. Et il y a un autre exemple pour un cachalot très très abstrait avec une tête rectangulaire, très longue. On a la nageoire caudale, seulement ce petit pièce-là, et on a le souffle là. Et cette gravure se trouve dans une tombeau avec un plan qui rassemble à la gravure même une chambre trapézoïdale, un corridor. Mais ce que le professeur Cassin n'a pas mentionné, c'est que M. Le Rouzic, comme il a fouillé la tombe dans les années 30, il a trouvé une dallage avant le corridor qui était dans la forme d'une nageoire caudale. Comme ça, on a une tombe mégalithique en forme, en plan d'un cachalot très étrange. On le trouve aussi sur le grand menhir brisé, à Locmariaquer, qui est plus que 20 mètres, 21 mètres, mais au-dessus du sol, c'était probablement 18-19 mètres, et on a gravé ce grand cachalot avec sa crosse dans la nageoire caudale, ici. Un autre exemple se trouve à Gavrilis, fragmenté à l'as. On a le nageoire caudale, on a la tête trapézoïdale et on a le souffle ici. Et c'est aussi sûr que cette stèle date environ du milieu du 5e millénaire avant Jésus-Christ. On a des cachalots abstraits même plus fous, avec des crosses. C'est le tumulus de Dissignac à Saint-Nazaire, dans la Loire Atlantique, et c'est daté aussi entre 4700 et 4500 avant Jésus-Christ, plus que 6000 ans avant le présent. Mais on a aussi des cachalots, des poissons, des silhouettes étranges avec des têtes triangulaires. Et ces deux
il se trouve dans le domaine de Manuel Ritual à Locmaria Care. Et c'est très étrange. Pourquoi est-ce que je vous introduis des tels exemples qui semblent être, pourraient être de Picasso ou qui sont très très abstraits. Maintenant, comme la groupe des comédiens anglais, Monty Python, ils disent toujours "and now to something completely different", et maintenant à quelque chose complètement différent. Mais c'est nécessaire de vous expliquer un phénomène qui n'est pas très connu en général et surtout pas dans ma discipline propre, dans l'archéologie. Et ça veut dire c'est la précession de l'axe de la Terre. L'axe de la Terre fait une motion circulaire très très lentement parce que pour une tour, ça dure 25 920 années. Pour une tour, ça veut dire qu'on a le privilège maintenant d'avoir une propre étoile polaire. Vous voyez qu'il n'y a eu rien au temps de la nativité du Christ. Il n'y a eu rien 2000 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu une très belle étoile polaire vers 2800.